And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, salut tout le monde. Bonsoir, bienvenue dans ce web journal de Radio-Québec, édition du 20 juin 2021. On va parler aujourd'hui des médias et de la démocratie, en fait du rôle des médias qui est entièrement à revoir dans la démocratie puisque il devient de plus en plus clair que les médias jouent un rôle central dans tous les maux actuels de la démocratie et dans tout ce qui nous arrive, que ce soit les problèmes qu'on a remarqués avec le coronavirus, le vice de démocratie, les élections, la fraude électorale et tout ça. Les médias servent à couvrir les opérations de l'État profond. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 3 novembre dernier aux États-Unis. Il y a eu évidemment ce qu'on sait être un coup d'État contre les institutions américaines, contre le président Trump, avec une fraude électorale sans précédent. On en a longuement discuté. Les médias ont servi à étouffer toute l'affaire. À chaque fois que le président Trump tentait et où ses porte-paroles tentaient de parler de fraude électorale, on leur coupait le micro systématiquement. Si vous parliez de fraude électorale, vous vous faisiez censurer sur YouTube, sur Facebook. Ils ont pas arrêté de répéter que c'était sans preuve, alors que je veux dire, il y avait des milliers d'affidavits et de preuves électroniques de la fraude, juste les preuves mathématiques. Hein, on arrête de compter simultanément, 5 États arrêtent de compter, ça s'est jamais vu là, à 10 heures le soir, simultanément. Et là, alors que Trump est en train de gagner haut la main, et là, tout d'un coup, il y a comme une montée des votes pour Biden. On continue à compter pendant une dizaine de jours jusqu'au moment où Biden gagne. Et dès que Biden rentre, dès qu'on a le nombre de votes requis, d'un coup, on arrête de compter et on déclare Biden vainqueur. Les médias déclarent Biden vainqueur, etc. Donc, il s'agit d'un coup d'État, d'une attaque sur les institutions américaines, un peu comme celle de Pearl Harbor. Et Trump a choisi une stratégie dans laquelle il les laisse se compromettre, n'est-ce pas? Un peu comme à Pearl Harbor. Le président Roosevelt, à l'époque, était au courant. Hein, ils avaient, c'est maintenant un secret de polichinelle qu'ils avaient décodé, ils avaient brisé le code japonais et ils savaient que l'attaque sur Pearl Harbor s'en venait sur les forces américaines. C'est pour ça qu'ils avaient déplacé de Pearl Harbor leurs nouveaux bateaux. Ils avaient laissé des bateaux plus anciens. Ils avaient réduit la défense antiaérienne et ils attendaient l'attaque afin de justifier l'entrée en guerre des États-Unis. C'était très, très, très impopulaire. Et donc,
Ils les ont laissés faire pour pouvoir déclencher les opérations. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la stratégie choisie par Trump, Flynn, les généraux, c'est-à-dire de les laisser frapper au maximum de leur puissance pour après, je veux dire, les enrôler dans un processus irréversible qui va mener à leur destruction avec du bombardement stratégique sur les médias. Ce qu'on voit présentement, c'est du bombardement stratégique sur les médias. Que ce soit avec toutes les vérités qui sortent sur la pandémie, sur l'origine du virus à Wuhan, que les médias ont couvert. Là, maintenant, ils sont obligés de faire des mea culpa. Les courriels de Fauci comptaient partout ailleurs qu'aux États-Unis. Ici, au Québec, on n'en a pas parlé. En France, j'ai pratiquement rien vu dans les médias. On ne parle pas de ça. On garde ça sous silence parce que ça montre que tout ça était une pandémie, que les asymptomatiques ne transmettaient pas le virus, que c'était bien connu que les asymptomatiques n'étaient pas dangereux et que finalement, tout ça était de la frime. Et que les médias ont couvert, parce ce sont des co-conspirateurs. Les grandes agences médiatiques sont des co-conspirateurs dans le coup de la COVID, dans plein, en fait, d'opérations de l'État profond. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est-à-dire que il y aura, je l'ai souvent dit, tant que l'État profond sera à la manœuvre, il n'y aura pas de démocratie. Tant que les services de renseignement vont infiltrer des groupes et créer des opérations sous faux drapeau sur le territoire national pour guider le cycle médiatique et déclencher des réactions politiques. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat sain. Tu vois, c'est les médias et les agences de renseignement qui déterminent le jeu, qui font l'agenda, qui dictent la politique. C'est pas les peuples, OK? Alors, c'est ça, là, ce qui est en train de se passer, c'est ce que je vous avais dit dans les derniers webjournaux, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'essaimage, l'attaque en essaimage. Ils sont bombardés de partout, c'est ce que j'appelle dans ce webjournal du bombardement stratégique. Donc, en plus de ces sénateurs qui sont sortis pour dire que les médias avaient joué un rôle incroyable, qu'ils avaient censuré, qu'ils avaient fait de la désinformation essentiellement, que l'hydroxychloroquine fonctionnait, je veux dire qu'il y a eu de la fraude électorale et tout ça. Il y a maintenant, ce qui sort, c'est cette attaque. En fait, on commence à comprendre les dessous de cette attaque sur le Capitole du 6 janvier dernier. Donc, ils les ont laissés faire le 3 novembre avec la fraude électorale. Et là, c'est tout en train de sortir avec l'audit en Californie. Ils les ont laissés faire le 6 janvier. Ils auraient pu les arrêter. Ils les ont laissés faire le 6 janvier. Ils les ont laissés se compromettre avec le narratif que Trump a incité une insurrection. Là, maintenant, les dessous de cette histoire-là, comme la fraude électorale, comme la pandémie, les dessous de cette histoire de l'attaque du Capitole commencent à sortir dans les médias mainstream. On avait fait la recherche sur Internet, on est toujours plusieurs mois à l'avance. On vous avait montré des vidéos déjà à l'époque où est-ce qu'on voyait clairement des antifas casser des vitres, là, tu sais, avec des outils, ils étaient habillés en noir, ils cassaient des vitres. Et les supporters de Trump qui étaient là disaient « Antifa, Antifa », et quand ils essayaient de sortir des armes, des bâtons de sécurité, des trucs comme ça, on a vu, je vous ai montré des vidéos où est-ce que les supporters de Trump les immobilisaient, les désarmaient, etc. Mais c'est ça, donc il y a eu cette histoire. On vous a montré aussi toutes sortes d'instigateurs de cette pseudo-insurrection qui étaient en fait liés aux Antifa. On vous a montré tous les clips là, des personnes en plus de ça qui se déguisaient en QAnon alors qu'ils avaient été arrêtés à des manifestations Antifa à Portland, etc. Donc, une véritable opération sous faux drapeau pour blâmer Trump, pour réellement, pour lui faire un autre procès en impeachment, pour le tasser complètement, le discréditer politiquement. Mais encore une fois, dans sa sagesse, Trump les laisse faire et après ça, prend le blâme, prend les flèches et après ça, la vérité sort et c'est ça, ce sont les médias qui sont exposés. Parce que le fil conducteur, comme je disais en introduction, de tout ce qui nous arrive, ce sont les mensonges médiatiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au moins un média qui l'a reconnu, le média allemand Bild, qui s'est excusé pour certaines des exagérations dans la crise de la COVID. Je vous fais écouter ça, il y a du sous-titrage.
Millionen Kindern in diesem Land, für die wir als Gesellschaft alle miteinander verantwortlich sind, möchte ich sagen, was unsere Bundesregierung und unsere Kanzlerin bisher nicht wagen zu sagen. Wir bitten euch um Verzeihung. Wir bitten euch um Verzeihung für 1,5 Jahre einer Politik, die euch zu Opfern gemacht hat. Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation und seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die euch bis dont il s'excuse pour la violence symbolique que les médias ont déclenchée contre le peuple. wie Gift das Gefühl einflößt, ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid ihr nicht. Lasst euch das nicht einreden. Wir haben euch zu schützen, nicht ihr uns. Vor allem, was unseren Kindern geschehen ist, haben genug Menschen, hat auch Bild, immer wieder gewarnt. Doch nichts geschah. Gab es den Merkel-Gipfel für Kinder? Nein. Stattdessen wurde unseren Kindern eingebläut, sie würden Oma umbringen, wenn sie es wagen würden, Kinder zu sein, ihre Freunde zu treffen. Nichts davon hat je jemand wissenschaftlich bewegt. Il continue comme ça à s'excuser, et ça, c'est tout à l'honneur de ce journal-là. Les médias qui subissent le contre-coup de leurs mensonges, et là ce journal-là s'excuse. On aimerait ça voir. Normalement, on aurait dû être en droit de s'attendre à des excuses de la part des médias, comme ils l'ont fait après la présidentielle de 2016. Après la présidentielle, quand Trump est rentré, les médias avaient tous prédit qu'il ne rentrerait pas, que c'était Hillary Clinton. Elle avait 100% de chance de rentrer, puis c'était 97% de chance. Et là, pendant 3 jours, ils ont fait un mea culpa. Ils se sont excusés. Ça a duré juste 3 jours et après ça, ils sont retournés à la manœuvre. Il s'est passé exactement, ils ont repris les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, etc. durant tout le mandat de Trump, en mentant sur le fait que Trump était un agent russe, qu'il avait été élu par Vladimir Poutine, c'était une taupe russe, etc. Rappelez-vous toutes les sornettes qui ont été lancé à Trump. Il a pris ça calmement avec, je veux dire, comme des flèches, comme il l'a dit dans son vidéo. Mais là, c'est ça. Donc, là, maintenant, ils sont allés trop loin. Et, je veux dire, c'est le temps du retour du balancier. Et là, il y a Mike Flynn qui, tu sais, pour vous donner le sens de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, il y a une vidéo de Mike Flynn où est-ce qu'il le dit, on a subi une attaque sans précédent. Je le répète depuis le début des webjournaux, c'est une attaque bactériologique essentiellement et une attaque électronique. Attaque bactériologique, attaque électronique en provenance d'une puissance étrangère, la Chine, mais avec des co-conspirateurs à l'intérieur du pays qui ont changé les lois électorales, qui ont opéré la censure sur les réseaux sociaux, qui ont militarisé la crise de la COVID contre le président Trump en disant qu'il avait du sang sur les mains, que tous les morts lui étaient attribués, etc. Ça, c'est le rôle des médias. Et donc, c'est ça, je vous montre la vidéo de Mike Flynn qui donne le ton un peu de... Je veux dire, ce qu'ils ont subi aux États-Unis. Morning after the 3 November 2020 presidential election, Americans woke up to the stark reality that our great nation was under a new type of attack. This attack didn't come with mortars or bullets, but was an assault on our sacred election process. Donc, une attaque sans précédent sur le processus électoral. C'est comme, il donne le ton un peu, c'est comme un Pearl Harbor. Les médias et les démocrates ont opéré une sorte de Pearl Harbor sur le processus électoral et le système informationnel américain. Since then, Americans everywhere have had to ask themselves if they really believe that our election was true and fair. We are in a time of large... Bon, il continue après ça, il parle de son organisation qu'il lance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que les patriotes sont en train de faire aux États-Unis, c'est qu'ils sont en train de rétablir les fondements de la démocratie. Okay? Les Américains sont en train de régler leur système démocratique vicié et corrompu par la manipulation du vote et la propagande médiatique. Alors, il y a 2 éléments. C'est ce qu'on voit surtout ces temps-ci, avec toutes les informations qui sortent, l'essaimage, etc. Il y a d'une part tous les mensonges médiatiques qui sont mis à jour et d'autre part, les manipulations, la fraude électorale
qui elle aussi est mise à jour avec l'audit en Californie. Ils ont fini de compter, je pense, ils sont sur le point de finir de compter les bulletins de vote. Et là, il y a des gens qui s'impatientent parce qu'on nous annonce qu'il va y avoir un rapport qui va sortir dans 2 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un rapport sorte dans 2 mois? En fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on aurait pu finir de compter, faire une conférence de presse et dire, voilà, il y a X nombre de bulletins de vote frauduleux, il y a une manipulation, mais là, c'est pas ça. C'est un rapport qu'on rédige. Et ce qui me donne à penser, si on rédige un rapport comme ça, c'est-à-dire ça me donne à penser, ça me laisse croire qu'il va y avoir des poursuites aux criminels. C'est-à-dire que quand on rédige un rapport étoffé comme ça, c'est un rapport en vue de poursuite. C'est un rapport d'experts. Comme on donne généralement, quand on déclenche des processus devant les tribunaux, on a besoin de rapports d'experts. Ça prend du temps, comme avec la Fondation, des fois les gens chialent parce que ça prend du temps pour les rapports, etc. Ça a pris 1 an et tout ça. C'est la même chose. Là, il y a un délai de 2 mois parce qu'ils sont en train de rédiger un rapport d'experts qui va pouvoir tenir devant les tribunaux. Mais c'est une bonne nouvelle. Et j'ai entendu le colonel Waldron à plusieurs antennes. Si vous devrez le chercher, Waldron, W-A-L-D-R-O-N. J'avais montré un clip de lui après l'élection qui disait, c'est un expert en cybersécurité qui disait que il avait vu les data packets qui étaient partis outre-Atlantique, les informations du vote, le soir du vote, qui avaient traversé l'Atlantique, donc que les machines étaient connectées à Internet, etc., puis qu'il y avait eu une cyberattaque effectivement sur les États-Unis. Lui dit qu'à l'époque, il y a quelques mois, il disait que le vote en Arizona avait été truqué par 10%. Et là, il y a 2 jours, il vient de répéter, il dit, avec ce que j'ai vu présentement là, en Arizona, avec le décompte et tout ça, il maintient sa prédiction que le vote est décalé, a été tronqué, a été volé par 10%. Donc, Joe Biden qui a gagné l'Arizona par 0,1, c'est 10 000 voix. Et donc, ça va être des centaines de milliers de voix frauduleuses. Et donc, Trump aurait gagné l'Arizona par 10%. OK? C'est ce qu'il dit. Donc, ça va être. Ce que je veux dire, c'est que ça va être massif. C'est ce il le répète. Donc, il met sa crédibilité en jeu. Je passe l'information. Mais ce que je voulais dire, c'est ça finalement, c'est que donc il y a cet audit d'Arizona. Oui, il y a un délai, mais c'est probablement une bonne chose. Ils sont en train d'aller au fond de la question de la fraude électorale et aussi simultanément d'attaquer les mensonges médiatiques. Et là, ça m'a fait penser à une vidéo d'Étienne Chouard qui expliquait il y a quelques années devant Jacques Attali, l'ineffable Jacques Attali, comment, en fait, on peut dire que le processus démocratique va très mal, mais lui disait non, c'est pas ça du tout. En fait, ça va très bien si on renverse la perspective, si on se met du côté des gens au pouvoir qui sont capables de contrôler la démocratie avec le vote, en manipulant les sondages, etc. Il dit tout va très bien pour pour le 1%. Je vous montre ce clip-là qui est tout à fait pertinent avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays.
Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire, évidemment, avec l'argent, mais aussi aux médias. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appellent gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus, Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est facile avec les sondages et le contrôle des médias. On fait passer un candidat un petit peu plus à la télévision, il monte dans les sondages, on ne parle pas de lui, comme par exemple Maxime Bernier, ou juste en mal, et voilà, comme il descend dans les sondages. Non, c'est facile de manipuler les gens, c'est possible avec les médias. C'est facile de manipuler les élections avec les médias. Et c'est aussi facile de manipuler l'agenda politique avec les médias quand l'État profond, les coûts de l'État profond ne sont jamais analysés. Dès qu'on analyse un peu ce qui se passe en coulisses de la politique, on est traité systématiquement de conspirationniste, c'est-à-dire que c'est ce que les journalistes faisaient auparavant. Par exemple, Bob Woodward, celui qui a sorti le Watergate aux États-Unis, se ferait traiter aujourd'hui de conspirationniste, de dire qu'il y avait une taupe à l'intérieur de la Maison-Blanche qui lui donnait des informations sur Nixon. C'est du conspirationnisme carabiné. Et donc, c'est ça maintenant, les médias sont passés à un autre niveau. J'ai montré les clips de ce à quoi ressemblaient les médias il y a une quinzaine d'années. C'était encore... je veux dire, respectable, mais de plus en plus, il y a eu une sorte de ce que certains appellent la centrifugeuse, là, où est-ce que ceux qui disent la vérité sont expulsés des médias et on garde seulement ceux qui collaborent afin d'arriver avec des médias totalement contrôlés. Des médias avec des journalistes qui n'osent plus rien dire. S'il reste des journalistes, je sais qu'il y en a quelques-uns d'intègres, des journalistes, je sais qu'il y en a quelques-uns d'intègres, je sais pertinemment qu'il y en a quelques-uns d'intègres, sauf qu'ils n'osent plus rien dire parce que tu perds immédiatement ton travail si tu dis quelque chose. Tu ne travailleras plus jamais si tu dis la vérité. Alors, c'est ça, on est dans une espèce de régime de terreur informationnelle. La gauche mondialiste est en situation de domination informationnelle. Et c'est pour ça qu'il faut, comme le dit Mike Flynn, mener un conflit asymétrique sur les réseaux sociaux et... Voilà, mais tout ça pour dire que ce qui est en train de sortir là, présentement, quand je dis que les médias couvrent les opérations de l'État profond, comme ce qui s'est passé au Capitole, qui était clairement une opération de l'État profond avec infiltration d'agents antifa, comme on l'a montré, et je vais vous montrer le vidéo, il y a des vidéos qui sont sorties où est-ce qu'on voit clairement les antifas rentrer et ouvrir la porte aux autres. Voilà, ça c'est les antifas qui rentrent au Capitole et qui ouvrent la porte aux autres. The second man through the window is wearing full tactical body armor and is carrying a baseball bat. Voilà. Il y a aussi d'autres vidéos où est-ce qu'on voit la police du Capitole inviter les participants à rentrer dans l'édifice. Regardez ça ici, regardez le policier. Il invite les gens à rentrer. Ils ouvrent les barricades et ils invitent les gens à rentrer. Encore une fois. Go, go, go! Allez, rentrez, rentrez!
Voilà. Alors, sauf que c'est ça, ça s'est passé, ça a été couvert par les médias. Comment ça se fait que des clips comme ça n'ont pas été montrés par les médias? Comment ça se fait non plus que les médias ne demandent pas ces 14 000 heures de caméras de sécurité à l'intérieur du Capitole où on voit clairement tout ce qui se passe? Les médias ne le demandent pas. Les médias ne le demandent pas parce qu'ils ont déjà leur narratif, ils ont déjà leur trame narrative à l'effet que c'était une insurrection fomentée par le président Trump, mais c'est pas ça qui sort, là. Il y a eu des audiences au Congrès là-dessus, il y a eu de la recherche qui a été faite, notamment par Darren Beattie du site du magazine sur Internet Revolver, et je vous invite à aller lire ça, c'est revolver.news. N-E-W-S. Vous allez sur revolver.news et là, il y a cet article de recherche approfondie sur tous ces... Il y a des personnes qui ont été arrêtées, n'est-ce pas? Il y en a qui sont encore en prison. Mais parmi les co-conspirateurs, il y a des personnes qui ont participé à l'organisation de l'assaut du Capitole, dont ont telle identité et qui n'ont jamais été arrêtés ni questionnés par le FBI. Des personnes, tu sais, il y a comme, par exemple, un organisateur d'une des milices là, dont on parle, et là, son co-organisateur de l'assaut, on tait son identité et il n'a pas été embêté. Ça fait dire à Darren Beattie, qui est sur le dossier de cette... l'infiltration du FBI de ces mouvements-là, ça lui fait dire que c'est des agents du FBI, évidemment, dont on tait l'identité. OK? Alors, je vous montre justement un clip de Tucker Carlson qui pose les questions. Il a interviewé justement Darren Beattie, mais en premier, ça fait quelques jours qu'il en parle. Il posait certaines questions à ce sujet-là, des questions, et les médias font exactement comme avec le COVID, comme avec la chloroquine, comme avec la fraude électorale. Ils disent, sans preuve, on affirme sans preuve que le FBI est impliqué dans l'opération. Ben oui, c'est parce que si le FBI est impliqué dans l'opération, c'est pas Trump, puis c'est comme ça s'inscrit dans tous les mécanismes visant à tenter de destituer le président Trump, la CIA, le FBI, les médias, etc., l'État profond. Voilà. OK, alors je vous montre le clip de Tucker Carlson. Person 2 and Person 3 were organizers of the riot. The government knows who they are. Donc, la personne numéro 2, parce qu'on tait leur identité. Personne numéro 2, personne numéro 3 sont des organisateurs de la manifestation. Le gouvernement sait qui ils sont, mais ne révèle pas leur identité, il ne les arrête pas. The government has not charged them. Why is that? You know why. They were almost certainly working for the FBI. So FBI operatives were organizing the attack on the Capitol on January 6th, according to government documents. Donc, selon les documents gouvernementaux, des agents du FBI ont organisé l'insurrection du 6 janvier. And those two are not alone. In all, Revolver News reported that there are, quote, upwards of 20 unindicted co-conspirators in the Oath Keeper indictments, all playing various roles in the conspiracy, who have not been charged for virtually the exact same activities. And in some Donc, il y a 20 personnes, des co-conspirateurs, donc 20 agents du FBI dont on tait l'identité et qui n'ont pas été accusés de rien. Much more severe activities as those named alongside them in the indictment. Certains d'entre eux ont commis des actes beaucoup plus graves que leurs collègues qui ont été accusés. Des actes beaucoup plus graves. Huh? So it turns out that this white supremacist insurrection was, again, by the government's own admission in these documents, organized at least in part by government agents. Oui. Donc, c'est ça. Je l'ai souvent expliqué à Radio-Québec. Ce sont des stratégies de l'État profond. Je l'ai répété à plein de reprises. C'est bon souvent de le rappeler. C'est que tous ces mouvements-là, ces espèces de mouvements identitaires, sont pour la plupart du temps infiltrés par des agents gouvernementaux. Et donc, il faut faire attention avec ça. Toutes les milices, les trucs,
C'est, tu sais, je l'ai expliqué là, tous les chefs, par exemple, néo-nazis ou du Ku Klux travaillaient tous pour le FBI. Tu sais, voilà. Alors, et là, ça en est la preuve. Donc, c'est ça, et la vérité est en train de sortir et les médias sont en train de perdre la face et sont en mode panique, hein. Comme pour l'audit en Arizona, comme pour le reste des nouvelles, ici, il y en a plein. Là. Vous devriez lire ça, aller googler ça. Capital FBI Agents là, sur Google, et puis le regarder. There's no evidence that FBI organized the January 6th Capitol. Tu sais, c'est comme, non, il n'y a pas de preuve de fraude électorale. Oui, il y a des preuves. C'est certain à 99,9999%. OK? Selon les documents officiels du gouvernement. Et tout ça, ça pose la question donc du rôle, un, des médias dans la démocratie, mais deux, des agences de renseignement qui ont tenté de destituer Donald Trump. On se rappellera justement que le FBI est impliqué dans la tentative de coup contre Trump. Et donc, de la possibilité d'avoir de la démocratie dans un contexte comme celui-là, c'est ce que Mike Flynn, ce que les Patriots, que l'équipe Trump tente de régler. Fraude électorale, les coups fourrés de l'État profond, parce que je pense que Christopher Wray est une personne de confiance, et je pense que le fait d'avoir mis des agents comme ça, c'est encore une fois, c'est comme quand la Chine fait des attaques électroniques contre les États-Unis, ça se retourne contre le FBI, et ça s'inscrit dans la volonté de l'administration Trump de créer une refonte de toutes les agences de renseignement. Alors, Christopher Wray donne, encore une fois, sert la soupe à l'administration, une future administration Trump, en vue d'une refonte de toutes les agences de renseignement. OK? Je sais que c'est compliqué à expliquer et compliqué à comprendre peut-être, c'est du billard à trois bandes. C'est comme ça qu'on opère à Washington. Hein? C'est pas Sainte-Julie au sud de Montréal, c'est Washington, D.C., OK? Tout ça pour dire, c'est ça que il y a ce journaliste Darren Beattie qui dit justement dans une entrevue par la suite à Tucker Carlson qu'on peut pas avoir de démocratie tant que l'État profond sera à la manœuvre comme ça. Je vous montre son entrevue. Person 2 and person 3. C'est pas celui-là. Est-ce que c'est... Je l'ai à quelque part. Ici. Dans quelle mesure, Capitole, le FBI a été extrêmement suspicieux en conservant des preuves. Des preuves vidéo qui pourraient aider et identifier ce poseur de bombes, ce qu'ils veulent probablement faire. Mais si vous le pouvez, je voudrais faire une remarque générale, et c'est vraiment, après avoir vu tout ça, vous devez vous demander, est-ce que les agents de la sécurité nationale font autre chose que conspirer contre le peuple américain? Je suis obligé de conclure que nous ne pouvons pas avoir de démocratie, que tout de notre politique sera faux et figuratif, tant que nous n'aurons pas amené la sécurité nationale, y compris le FBI, devant la justice. Ça prend une refonte de la sécurité nationale. C'est ce que future administration Trump entend faire. Ce n'est pas un problème de gauche, ce n'est pas un problème de droite. Chaque politicien qui s'associe de notre pays devrait demander un comité de recherche 2.0. Immédiatement. Ce n'est pas un problème de gauche, un problème de droite, c'est un problème. Ce que les patriotes aux États-Unis sont en train de faire, c'est de régler les fondements, de revivifier la démocratie américaine en enlevant tous les éléments corrompus, en pointant du doigt la fraude médiatique. C'est pas juste la fraude électorale, les opérations médiatiques de couverture, la censure, je veux dire, les opérations de l'État profond, du FBI, etc. Tout ça pour, dans le but de redonner, comme Trump a dit dans son discours inaugural en 2017, pour redonner le pouvoir au peuple. On ne peut pas redonner le pouvoir au peuple, comme il a dit là, lors de son assermentation. On ne peut pas redonner le pouvoir au peuple, comme il dit. Comment il a dit ça? Il a dit It's not just one administration to the next. It's not just from one party to the other. We're giving back the power, transferring the power from Washington, D.C. to you, the people. Hein? Donc, on ne peut pas redonner le pouvoir au peuple sans régler la fraude électorale qui fait en sorte que le peuple n'a plus son mot à dire sur ses représentants. Ça, c'est possible à travers les opérations de couverture et de censure médiatique, des mensonges médiatiques, et à travers aussi des coups fourrés de l'État profond et de la C'est ça, donc fraude électorale, couverture médiatique et coups fourrés de l'État profond. C'est ce qu'ils sont en train de régler.
OK? De façon très intéressante, il y a Jean-Luc Mélenchon qui s'est laissé aller sur un plateau de télévision. Il a dit ce qu'on dit à Radio-Québec depuis longtemps. Il a dit, à une semaine d'une élection présidentielle ou à une semaine d'un vote important, etc., il y a un attentat partout, de quel que ce soit, dans quelques pays. Là, en Angleterre, une semaine avant le Brexit, un meurtre d'une pro-Remain. Aux États-Unis, il y en a eu aussi en 2018. Donc, il s'est laissé aller. Il a dit que l'État profond créait des événements politiques comme ça, comme le Capitole, quelques jours avant les élections, afin d'influencer le vote. Et il s'est fait taper dessus par Éric Nolot. Hein, on n'a pas le droit de dire ces choses-là. Il a été traité de conspirationniste par tout le monde. Ça a créé une controverse. Mais moi, je ne suis pas du tout Mélenchon. Hein. Zéro, pas du tout. C'est comme si Manon Massé faisait une déclaration comme ça. Mais c'est rigolo de voir ça quand même. Je vous montre le clip. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça... Voilà. Donc, encore une fois, le fil conducteur, comme je disais en introduction, le fil conducteur de tous nos mots, ce sont ces opérations médiatiques, les médias qui sont la courroie de transmission de l'État profond. Et il y a énormément de personnes qui ont dénoncé ça, notamment un journaliste allemand, Hugo Ulfkotte, il y en a plein, hein, c'est-à-dire que je vais vous montrer quelques clips avant de passer à Hugo Ulfkotte. Oups, je devrais pas faire ça. Hein. Avant de passer à ce qu'il avait à dire, je vais vous montrer plusieurs clips de l'intervention des médias dans le processus électoral. Par exemple, immédiatement, la semaine après l'élection du 3 novembre, quand l'administration Trump essayait de montrer, de parler des preuves de fraude, on leur coupait systématiquement le micro. Je vous en avais déjà parlé. We want every legal vote to be counted, and on veut que tous les votes légaux soient comptés. Et là, ça, c'est Fox News qui censure, hein? Every illegal vote. Well, I just think we have to be very clear. She's charging, the other side is welcoming fraud and welcoming illegal voting. Alors, on la coupe. On ne peut pas la laisser continuer à raconter des mensonges comme cela, etc., etc. Unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue. Elle dit, elle n'a pas de preuves pour appuyer ce qu'elle dit, mais ils viennent de lui couper la parole. Laissez-la parler, sacrament, comme on dit au Québec. Showing you this, I want to make sure that maybe they do have something to back that up, but that's an explosive charge to make. That the other side is effectively rigging. Rappelez-vous aussi la censure. C'est ce qui sort avec Projet Veritas. Projet Veritas a sorti plusieurs vidéos sur la censure sur Internet par les géants de l'information, Google, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et il y en a une qui vient de sortir, c'est une reporter de Fox qui vient de sortir et qui a dit justement que Fox l'avait censuré sur la chloroquine, qu'il y avait un narratif, il y avait une trame narrative, il y avait une ligne éditoriale à Fox, et ceux qui dévient de la ligne éditoriale, notamment sur la chloroquine, se font expulser. Attendez. Ici. Fox came at my throat for standing up against censorship. Why do you think they did that? From the inside, yes, there's a narrative. If you don't sense what that narrative is and go with it, there will be grave consequences for you. And this... Elle dit que si tu continues sur la chloroquine, il va y avoir des grosses conséquences pour toi. Story with Dr. Varone proves that. That's a great question, and the answer is yes. We have used it. I mean, we know that it's a drug that has been politicized up to the wazoo. We've used it. We use it with good success. That was a story, by the way. To not know more, if you were going to post about hydroxychloroquine, that you didn't look it up,
Donc, censure de la part des supérieurs. Tu sais, les journalistes disent non, j'ai jamais senti de pression de la part de mes supérieurs. Ils sont tous comme ça. Ils sont obligés de dire ça. Mais il y en a qui sortent et qui disent qu'ils ont subi de la censure. Et là, il y a ici Jonathan Durocher qui dit « Sans oublier le reportage de Jeffrey Epstein par ABC. » Justement, oui, ABC, on l'a ici. La reporter de ABC qui avait fait un reportage 3 ans à l'avance sur Jeffrey Epstein. Amy Robach, elle avait tout. Elle avait l'implication des Clinton dans le trafic sexuel de Jeffrey Epstein, l'implication de la famille royale britannique et ABC, Disney, c'est Disney, là, Walt Disney. Disney a mis son reportage sur les tablettes en disant Jeffrey Epstein, c'est rien, personne ne connaît ça, etc. Là, on a appris par la suite que le directeur de l'information de ABC était un ami d'Epstein, genre... je vous montre le reportage tout de suite. Encore une fois, c'est Projet Veritas qui le sort. C'est-à-dire que c'est une employée de ABC, justement, qui a envoyé ce clip à Projet Veritas, un clip dans lequel Amy Robach s'exprime, là, entre deux, c'est une présentatrice télé, là. Et là, entre deux, durant les annonces, alors qu'elle ne croit ne pas être filmée, elle ventile, elle est frustrée, elle dit, alors que l'affaire Epstein vient de sortir, elle dit à ses collègues autour d'elle, elle dit « Ils m'ont censuré, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais il y a quelqu'un qui enregistrait. Et elle parlait candidement. Et là, ce clip-là a été envoyé à Projet Veritas. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air. First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. J'avais toute l'histoire il y a 3 ans. Ils n'ont pas voulu la jouer. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will that also quashed the story. And then, donc, je ne le fais pas jouer au complet. Vous irez sur le site de Projet Veritas sur YouTube. Là, ils ont encore une chaîne YouTube. Vous pouvez le trouver. Vous marquez Amy Robach, R-O-E-B-A-C-H, je pense. Et vous allez tomber sur elle, c'est ça. Ils ont censuré. Et donc, vous voyez que le fil conducteur de tous les problèmes, ceux qui permettent la fraude électorale, ceux qui permettent au Jeffrey Epstein d'opérer, je veux dire, la fraude électorale, Jeffrey Epstein, aux opérations de l'État profond comme le Capitole, à des opérations comme le coronavirus, le fil conducteur de tout ça, c'est toujours les médias. L'État profond et les médias qui travaillent main dans la main. OK? Ça, c'est aux États-Unis. J'ai montré le journal Bild qui s'est excusé, mais il y a aussi un reportage d'enquête sur le réseau TVA au Québec qui montrait justement ça. C'est-à-dire où est-ce qu'on exigeait des journalistes qu'ils fassent fi des règles journalistiques et qu'ils écrivent un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, je vous fais écouter ça. L'Empire québécois emmène large dans la culture et l'économie, mais ses pratiques journalistiques soulèvent des questions. De nombreux cadres et journalistes contactés pour cette enquête déplorent une dérive de l'information dans les médias de Québécois. Une critique confirmée dans les rapports du comité professionnel où les journalistes parlent de commandes peu subtiles, de patrons trop directifs, d'intervention de la direction qui ordonne certains choix dans le contenu des bulletins. Dans sa réponse écrite à notre demande d'entrevue, Québécois se défend de manipuler l'information. Le groupe affirme que ces journalistes doivent cependant répondre aux choix éditoriaux de leur rédacteur en chef. Québécois refuse le principe de l'autoréglementation. Québécois décide que les seules lois applicables, ce sont les lois du marché et les concours de popularité. On nous écoute et on nous lit, par conséquent, on nous aime, donc tout est sous contrôle. Le journaliste supposé d'être la personne la plus étanche à toutes les pressions de partout. Et là, c'est notre employeur qui nous manipule. Donc, c'est honteux pour un journaliste. Il n'y a personne qui va se vanter de ça. C'est très difficile à admettre. Donc, c'est vraiment tabou. Il y a vraiment un omerta qui est présent et qu'il faut qu'il soit brisé.
Moi, je pense que le problème a commencé au niveau culturel puis qui est en train de s'étendre à toutes les branches de l'Empire, tous les tentacules, parce que j'entends des collègues qui étaient en politique, j'entends des collègues qui étaient à l'économie parler de même ingérence au même niveau que ce que moi j'ai vécu aux arts et spectacles. Voilà. Donc, encore une fois, manipulation, pression sur l'information. Il y a justement ce Udo Ulfkotte, dont on parlait tout à l'heure, qui était un journaliste allemand, qui est décédé en 2017 à 56 ans, après avoir révélé finalement que il travaillait pour la CIA. Tout le monde connaît l'opération Mockingbird, j'ai pas besoin d'en parler. Si vous connaissez pas ça, allez vérifier sur Wikipédia. L'opération Mockingbird est une opération de la CIA destinée à influencer les médias des États-Unis et des pays étrangers comme le Royaume-Uni. Commencé à la fin des années 40, ces activités ont été rendues publiques par les investigations de la commission Church en 1975. Publiées en 1976, les noms des responsables impliqués font encore l'objet de détails, etc. Donc, c'est une opération de contrôle de l'information et de désinformation à très, très grande échelle, impliquant des milliers de journalistes et de rédacteurs en chef et de responsables de l'information. C'est-à-dire que les médias travaillent pour l'État profond, pour la CIA, couvrent les opérations du FBI, comme on l'a vu, etc. Les médias sont le problème de la démocratie. Et finalement, c'est ça, c'est ce que Udo Ulfkotte dénonçait. Je vous montre une partie de son témoignage sur la chaîne RT où est-ce qu'il disait « J'ai publié, j'ai été manipulé, j'ai été un agent de la CIA en tant que journaliste et je publiais de la propagande des services de renseignement américains. » Well, I've been a journalist for about 25 years. And I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing right now, within the last months, how far, how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I'm going to stand up and say, it is not right what I have done in the past to manipulate people, to make propaganda. Il dit, c'est pas bien ce que j'ai fait par le passé, manipuler les gens, faire de la propagande, mentir, répéter les points de communication de la CIA, etc. Russia, and it is not right what my colleagues do and have done in the past because they are bribed to betray the people. Not only in Germany, all over Europe. Alors, ils ont trahi leur lectorat. Vous comprenez? Donc, il dit, c'est pas correct ce que les journalistes ont fait. Ils ont trahi leur lectorat. Et là, j'en appelle aux journalistes qui ont encore un peu d'intégrité. Vous devez de sortir parce qu'on est en train de... Il y a beaucoup de personnes qui se sont prononcées, qui déplorent le rôle des médias actuellement. Les médias qui maintenant se sont retournés contre le peuple. Ils ciblent les individus dans la société que le pouvoir n'aime pas, les détruit complètement, détruit la réputation des gens. Alors qu'ils vont couvrir les corporations, ils vont couvrir les pharmaceutiques, vont couvrir les coups fourrés de l'État profond. Il y a un backlash de la population contre les médias et si les derniers qui restent en poste, qui ont encore de l'intégrité, ne sortent pas pour dénoncer les dérives médiatiques, comme l'a fait Udo Ulfkotte, eh bien, c'est ça, on s'en va directement vers ce que le COVID entraîne, c'est-à-dire une dictature technosanitaire. Voilà. Mais là, je dis aux gens de sortir, sauf que Ugo Ulfkotte a été, je veux dire, en tout cas, Ugo Ulfkotte est décédé d'une attaque, d'une crise cardiaque, 2 ans après avoir fait cette sortie. Et il y a un livre ici qui s'appelle The Mysterious Death of Udo Ulfkotte, Evidence for a Murder. Il a dit, entre autres, ici, notamment sur la page française de Wikipédia, il dit, dans son livre « La guerre de l'ombre, les vraies puissances des services secrets »,
c'est ce qu'on dit à Radio-Québec. Là. Il donne les détails des opérations de 2 unités du Mossad israélien, le Metzada, spécialisé en sabotage, incluant attaques terroristes et assassinats commis sous de fausses bannières. Ça, c'est un classique des agences de renseignement. Et le LAP, l'Orama psychologite, qui œuvrait dans la guerre psychologique. Il soutient que l'empreinte du renseignement israélien se serait retrouvée dans certains événements, parmi lesquels les émeutes de 2005 des banlieues françaises, y voyant un lien avec la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidence française de 2007, une possible manipulation de l'opinion publique durant la campagne présidentielle. Ça revient exactement à ce que Mélenchon disait, c'est-à-dire que les émeutes en 2016 dans la banlieue ont été fomentées pour faire élire Nicolas Sarkozy. Okay? Donc, on crée des... Ça revient aussi à ce que Étienne Chouard disait. L'État profond est capable de faire élire son candidat en créant des événements comme le Capitole, comme les émeutes dans les quartiers en France en 2005 pour faire monter ou faire descendre quelqu'un avec des sondages manipulés. C'est ce que Chouard dit. C'est ce que lui dit. C'est ce qui est en train de sortir aux États-Unis. Et là, quand je dis que les États-Unis sont en train de régler ça, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent à l'État profond qui crée des événements pour manipuler l'opinion. Ils s'attaquent aux médias de désinformation qui permettent la fraude électorale, la fraude COVID et tout ça. Voilà, donc ils sont en train de reprendre le contrôle de leur démocratie. En tout cas, ils s'attaquent aux causes qui ont été énumérées par Chouard, Udo Ulfkotte, etc., etc. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais. Je ne sais pas ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y en a d'autres, des lanceurs d'alerte qui ont décédé. On est dans la section nécrologique du Web Journal. Hein, il y a Christopher Sign, le présentateur télé de Birmingham, qui est décédé. Je ne devrais pas rire, en tout cas, condoléances à la famille. Comme beaucoup d'autres, il est décédé. C'était qui, Christopher Sign? C'est lui qui a sorti l'histoire de la rencontre sur le tarmac à Phoenix entre Bill Clinton et Loretta Lynch, la ministre de la Justice. En 2016, j'en avais parlé là, il y a 2 ans, peut-être 3 ans. En 2016, alors que la campagne présidentielle Hillary Trump battait son plein, le FBI enquêtait sur les courriels d'Hillary Clinton. C'était gros durant la campagne, là. Le serveur d'Hillary Clinton, les 33 000 courriels perdus. Il y avait le laptop d'Anthony Weiner qui avait été saisi, où est-ce qu'on trouvait du matériel Sex Crimes Against Children, des crimes sexuels contre les enfants, avec un lien avec Hillary Clinton. C'est dans les dossiers du FBI, je n'invente rien. Et alors que Hillary, candidate à la présidence, était sous enquête par le ministre de la Justice, son mari, Bill Clinton, va rencontrer la ministre de la Justice une vingtaine de minutes dans l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Phoenix. Et c'était censé être secret, cette rencontre-là. Tu sais, négocier genre, OK, tu nettoies ma femme, Hillary Clinton, puis on te donne un poste à la Cour suprême, ce genre de truc-là, négociation. Personne ne sait qu'est-ce qui s'est dit là. Celui qui a montré les images et qui a sorti l'information, qui n'aurait pas dû, hein, comme Udo Ulfkotte, est décédé. Apparemment, c'est un suicide. Il était jeune, il était un père de famille, mais il s'est suicidé. Christopher Sign dies, Alabama TV anchor who broke Bill Clinton tarmac visit with Loretta Lynch was 45. Un autre suicide. C'est comme Udo Ulfkotte qui décède de cause naturelle, une autre crise cardiaque. Voilà. Il y en a d'autres, hein, si vous faites des recherches sur ça ici. Il y a, en plus de lui, c'est ce qu'on appelle le Clinton body count. Là, ceux qui en font enquête sur les Clinton décèdent tous de causes naturelles très, très jeunes, de crise cardiaque très jeune ou de suicide, encore une fois, très jeune, alors qu'ils se disent pas suicidaires. Clinton body count. Ici, c'est investigative journalist Jenny Moore found dead in D.C. hotel weeks after reporting Bill Clinton to FBI and DHS for alleged raping boy. Alors, une autre personne, une autre journaliste d'enquête qui travaillait sur des accusations de viol contre Bill Clinton et un jeune garçon trouvé décédé, elle aussi crise cardiaque dans son hôtel.
Il y en a plusieurs. Si vous cherchez, il y en a plusieurs. En tout cas, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Mais c'est ça. Donc, les lanceurs d'alerte ont une vie très courte. C'est probablement pour ça que, vous comprenez que tous les journalistes se taisent finalement. Tout le monde se tait parce qu'il y a quelque chose qui est pourri dans le royaume du Danemark. Il y a un pouvoir derrière le trône qui se débarrasse des gens qui posent trop de questions, qui parlent. J'en profite pour dire qu'on n'est pas suicidaire et qu'on roule très prudemment avec notre voiture, etc., puisqu'on est en parfaite santé. Et voilà. Et donc c'est ça, là. Il y a quelque chose qui est à la manœuvre derrière les élections, derrière des opérations comme les émeutes dans les quartiers en 2005, l'attaque du Capitole, l'incendie de Notre-Dame, fort probablement. Quand le peuple se lève, on détourne l'attention avec des opérations de ce qu'on appelle counter-intel, contre-intelligence. On infiltre les groupes qui ont des revendications et on détourne les mouvements. Ils l'ont fait, hein, ils l'ont fait avec... par exemple, certaines de nos manifestations, à la fin, il y a de la casse. C'est des casseurs qui n'ont rien à voir avec la manifestation. Tous les journalistes vont là. Donc, ce à quoi les États-Unis s'attaquent, c'est cette alliance malsaine, unholy alliance, entre l'État profond, les antifas et les journaux qui font la pluie et le beau temps en démocratie. Et c'est ce qu'on doit faire un peu partout pour retrouver notre pouvoir. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on avait autre chose? Non, on va remercier les gens qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. On vous remercie encore une fois énormément. On est appuyé de façon adéquate par nos supporters. On est capable de continuer à produire des web journaux. On aurait pu disparaître après la censure l'automne dernier, mais je crois que vous avez été capable, et là, c'est chapeau à vous de voir, par-delà les mensonges médiatiques. On a toujours on a toujours tenté d'être le plus transparent possible, montrer nos sources, d'avoir une information crédible, faire le travail, en fait, que les journalistes ne faisaient pas. Et donc, oui, mes anges, encore une fois, et donc, on aurait pu s'attendre, après le matraquage et les mensonges médiatiques, une autre opération de l'État profond, hein, c'est des commandes, ça. On aurait pu s'attendre à une désaffectation de notre public, mais non, vous êtes restés au rendez-vous, vous êtes restés fidèles et on vous remercie pour ça. On remercie donc tous ceux qui nous permettent de continuer à opérer, d'occuper le paysage médiatique et de faire littéralement ce qu'on appelle de la réinformation, c'est-à-dire de montrer l'envers du décor et de permettre aux gens de voir clair à travers les manipulations de l'État profond et des médias. Voilà. Alors, ça, c'est grâce à vous. On n'est pas... Et là, c'est ce que je voulais dire à plusieurs reprises, c'est-à-dire que les médias, eux autres, c'est le contraire. Ils ne sont pas redevables à leurs lecteurs. Les journalistes et tout ça ne sont pas redevables à leurs lecteurs. Ils reçoivent de l'argent. Tous les médias sont déficitaires et ils vont vous voler l'argent dans vos poches. Vous les payez, hein? Ils volent l'argent de vos taxes et ils donnent ça à des journalistes qui n'ont absolument aucun compte à rendre à leur lectorat. C'est-à-dire que souvent, vous le voyez, l'arrogance des journalistes. Ils méprisent le peuple, ils nous traitent d'édentés, de complotistes, de touristes tata, ils nous vomissent dessus parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre au peuple, à leur lectorat. Okay? Et c'est le défaut de ce type de financement. Nous, c'est du socio-financement et donc ça nous oblige à toujours être très humbles. Et donc, on remercie ceux qui nous permettent de continuer à faire de l'information libre. OK? Le truc avec le socio-financement, c'est que contrairement aux médias, eux autres, ils ont des grosses enveloppes à toutes les années. Nous, il faut comment je pourrais dire recommencer à chaque web journal. Donc, si vous voulez faire une contribution au web journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette. Sur virement bancaire, Alexis à radioquebec.ca. Si on vous demande un mot de passe, pas un mot de passe, mais une réponse à une question de sécurité, j'aimerais pouvoir répondre, Alexis. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui nous aident à rester en vie. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui prient pour nous, quelle que soit la dénomination, parce qu'on a des personnes de toutes les dénominations religieuses qui nous envoient des pensées positives. Je pense que le travail de Radio-Québec transcende
toutes les catégories sociales. C'est un combat contre les mondialistes et ce sont tous les segments de l'humanité qui sont attaqués par les mondialistes. Hein. Hommes-femmes, je veux dire, quelle que soit l'orientation sexuelle, la race, la religion, on est tous sous attaque et le public de Radio-Québec vient de partout, les quatre coins du globe, de toutes les religions. Et donc, voilà, merci à tous ceux qui nous envoient des pensées positives. Questions, commentaires avant de terminer. Merci, Flo Heiberger. Alors, autre chose. Ben oui, c'est terminé. Hein? Je ne l'ai pas mentionné. Le Michigan et deux gros États américains, le Michigan et l'État de New York, qui mettent fin aux restrictions COVID. On est vraiment le monde francophone, le Québec et la France, on est vraiment dernier de classe. On continue avec des restrictions et c'est complètement ridicule. Il n'y a plus de masques aux États-Unis, à New York. Ils ont mis fin à toutes les restrictions COVID. Il reste juste une seule restriction, c'est qu'ils continuent à imposer le masque en classe aux élèves. Mais à part ça, partout, les gyms, les restaurants, il n'y a plus de restrictions. Il dit, voilà, on a atteint nos objectifs de vaccination, c'est terminé le COVID. Même chose avec le Michigan. Et ça, c'est deux États qui étaient parmi les plus... ce sont les gouverneurs qui ont pris les personnes âgées malades dans les hôpitaux puis qui les ont envoyés dans les résidences pour infecter tout le monde. Ce sont ceux-là. Là. Alors, quel couteau à la gorge ils ont eu pour les forcer à sortir des restrictions sanitaires. Ça, c'est encore une fois, c'est du travail de coulisses, selon moi. Parce qu'ils ont pas intérêt, ils ont intérêt à garder la pandémie le plus possible, hein, et tout ça. Et ça, c'est... en tout cas, selon moi, c'est... Voilà. Donc, en tout cas, ils s'en sortent aux États-Unis. Et là, ce ne sont plus les Américains qui nous montrent... qui nous font des démonstrations visuelles du fait que la pandémie soit terminée. Ce sont les Européens. Danemark contre Belgique, je pense. Voilà. Il y a plusieurs de ces clips-là pour l'Euro 2021 où on montre des foules. Je pense que j'ai vu une foule, je ne sais pas si c'était au-dessus de 50 000 personnes à Budapest, Hongrie contre je ne me rappelle plus quel autre pays. C'était gigantesque. Pas de masque, pas de distanciation sociale, etc. Bon. Encore une fois, on fera le post-mortem de tout ça. Il faut comprendre nos concitoyens qui ont peur. Il n'y a jamais eu un matraquage médiatique comme celui qui a été déployé en 2020-2021. Encore une fois, le temps sera de notre côté. Après ça, quand la poussière sera retombée, quand les émotions, les gens auront repris leur sens, on discutera de tout ça. Et là, ce sera le temps de faire un post-mortem et un mea culpa. Pour l'instant, il faut les comprendre. Voilà. Question, commentaire. Bonne fête des pères, oui. Bonne fête des pères à tous les hommes biologiques, tout ça, là. Ils essaient de détruire la fête des pères, la fête des mères, parce que ce qu'on lit là, dans la presse woke, la presse de l'extrême gauche, c'est genre, si tu dis père, c'est discriminatoire pour les transgenres. Hein? On va en parler de tout ça là, éventuellement. Là. On en discutera, ouais. Voilà. En tout cas, bonne fête des pères à tous ceux qui, même si c'est difficile, hein, ça fait 50 ans que les mondialistes essaient de détruire la famille, essaient de détruire la masculinité, essaient de détruire la féminité, essaient de mélanger les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de polarité. C'est beau la polarité, hein? C'est les différences hommes-femmes, c'est une femme féminine et un homme masculin, c'est beau, là, tu sais, c'est... Mais ça fait 50 ans qu'ils essaient de détruire ça, hein? Parce que ça c'est encore une fois, c'est dans le communisme. Dans le communisme, je pense que c'est Engels, là, il disait le problème principal qui nous empêche d'arriver au communisme, c'est la famille. Donc, les communistes s'attaquent à la famille depuis plus d'un siècle, mais de façon plus prononcée depuis les années 60-70. Voilà. L'homme rose, oui. Non, on n'est pas... Non. OK. C'est tout? On se donne rendez-vous à... C'est ça, je fais une annonce. Cette semaine, mercredi prochain, je rencontrerai le journaliste
Richard Boutry, j'aurais dû préparer une image ici. Richard Boutry, en entrevue à Radio-Québec. Je vais vous montrer. Vous le connaissez, c'est une star des réseaux sociaux. Richard Boutry sera en entrevue mercredi prochain à 17h au Web Journal de Radio-Québec. Voilà. Allez tout le monde, on se donne rendez-vous mercredi pour cette entrevue avec Richard Boutry. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de journée. La minute de Ricardo, ouais, c'est ça, vous voulez. Exact. Voilà. Salut tout le monde.